Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à ceux que je vois pour la première fois. Merci à ceux que j'ai l'habitude de croiser dans les conférences. Merci aussi aux sponsors qui se font rares sur les événements agiles et qui font que sans eux, on peut pas vivre ces échanges formidables et tout ce qui va se passer sur ces 2 jours. Moi, je suis Nico Tondeur, je suis joueur. Je travaille sur l'alignement stratégique humain et je le fais souvent avec du serious game. J'ai eu l'idée de cette conférence il y a quelques temps, et c'était au début de l'été. J'ai eu la chance de participer à un forum ouvert à Lille lors de l'Agilile, et je suis arrivé avec ce qu'on pourrait appeler des corrélations absurdes devant les personnes avec qui j'ai échangé, en disant je suis sûr que des corrélations absurdes de ce genre-là, on peut en trouver dans notre travail et qu'on peut peut-être en déduire des choses. La première chose que je voulais vous raconter en intro, c'est est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, lors d'un concert, Bono s'est arrêté de chanter, a claqué des mains à peu près toutes les 3 secondes, pendant 1 minute. Et au bout d'une minute, il a dit, tout en claquant des mains, à chaque fois que j'ai claqué des mains, il y a un enfant qui est mort dans le monde. Je commence grave. Et là, il y a quelqu'un dans le public qui a crié arrête de claquer des mains, connard. C'est ce que j'appelle une corrélation absurde. C'est aussi un fake. J'ai beaucoup cherché l'origine de cette légende urbaine et elle n'existe pas. C'était prouvé que c'est un fake. Le Bono l'a dit lui-même. Ça lui est revenu aux oreilles et il l'a dit lui-même. Est-ce que vous saviez aussi que plus Trinidad et Tobago génère d'électricité, plus on voit d'ovnis dans le Kentucky? C'est une autre corrélation absurde, mais voilà. Et vous l'avez peut-être vu dans le pitch. Il y a Don McMillan, qui est un ingénieur humoriste que j'aime beaucoup, qui nous dit, je m'étais trompé dans le pitch, je ne l'ai pas rectifié depuis, que dans le monde, il y a un enfant qui naît sur 5 qui est chinois. Une de ses amies attend son 5e enfant. Il a été obligé de lui dire la vérité, de lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant chinois. Ça, ce sont des corrélations absurdes. Et donc la question, c'est dans nos métiers de l'accompagnement, dans nos métiers agiles, dans nos métiers IT, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qu'on va chercher et qui ressemblent à des corrélations absurdes, qui ressemblent à des statistiques qui, si on les prend comme ça, elles n'ont pas vraiment de sens? Et je me suis posé la question, et je ne me suis pas posé la question tout seul, je me suis posé la question avec un certain nombre de personnes. Je voulais les remercier avant de me lancer, parce que ces personnes m'ont vraiment aidé à construire cette conférence. Donc merci à Mathilde, à Gwen, à Olivier, à Julien, à Christopher, à Stéphane, à Anne, à Joanne. Et puis merci aussi un petit peu à ChatGPT, parce que j'embrasse un petit peu la technologie actuelle et je fais du sparring partnership avec ChatGPT. Quand j'ai des idées, je lui pose des questions, il m'en repose et je lui réponds. Je l'engueule régulièrement, il me répond « je suis désolé, je ne suis qu'une machine ». Mais ça m'aide parfois, quand je suis tout seul devant mon écran, à structurer mes idées et ma pensée. Et donc voilà, et je vous indiquerai sur les slides lorsqu'il y a des choses qui sont générées par ChatGPT. Il n'y en a pas énormément. Souvent, quand on parle agile, en tout cas moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'agile, que je suis dans la démarche agile, j'ai souvent évoqué le Chaos Report. Qui a déjà entendu parler du Chaos Report ici? Pas tant de personnes que ça. Je vous invite à aller voir le site du Standish Group, qui est le Chaos Report. C'est un reporting qui est fait tous les 10, 15, 5 ans, ça dépend à quelle fréquence ils réussissent à avoir le volume nécessaire pour faire du reporting. Et c'est un reporting qui nous remonte des informations concernant les projets, de manière générale, informatique ou pas. Et le Chaos Report nous remonte des données, et même dans ces données, on réussit à trouver des choses très très intéressantes. Pourtant, c'est basé sur énormément de choses, énormément de volume. Et ce Chaos Report, on lui fait un petit peu dire ce qu'on veut.
Voilà une représentation de certaines données du Chaos Report qui nous compare des résultats entre 1994 et 2020. Et moi, quand je regarde ces données-là, je vais pas aller dans le détail du Chaos Report trop longtemps parce que le but, c'est d'avancer sur des choses plus pragmatiques, plus proches de votre réalité. Mais ce qu'on peut voir là-dedans, moi, si je regarde ces données, c'est que je me dis, ah, on a plus de succès, on augmente le succès, par contre, on galère toujours autant. Ça fait 25 ans qu'ils sortent ce reporting. En 25 ans, on a réussi à augmenter le succès, mais on n'a pas amélioré la galère. OK. On dit succès quand on lit le Chaos Report, mais ça ne veut donc pas dire sans douleur. Est-ce qu'on peut avoir du succès en ayant du succès, mais qui a coûté de l'énergie, qui était violent? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit aussi que on parle que du succès des projets, donc, mais du fait pas de la satisfaction des utilisateurs. Un succès dans le Chaos Report, et donc quand on dit hey, regardez, de manière mondiale, on a amélioré le succès de nos projets, ça nous dit juste qu'ils sont sortis dans les temps et dans les budgets. Voilà. Et puis aussi, il y a 91% de projets qui sont en succès quand on est sur des équipes non organisées, mais il n'y en a que 19% quand les équipes elles ont un manager de projet. Donc arrêtons les managers de projet. Or, moi, manager de projet, en anglais, je le dis PM. Donc n'ayons plus de PM. Comme ça, nos projets vont avoir plus de succès. Et puis, ce que le Chaos Report nous dit également, c'est que plus on utilise des outils de gestion de tâches, moins on a de succès. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart du temps, quand il y a des équipes qui se lancent, une des premières choses qu'on me demande de faire, c'est de les accompagner à la bonne utilisation d'un outil spécifique, qu'on appelle un backlog. Et la plupart du temps, on leur demande de mettre les tâches dans le backlog. Allez, une dernière. S'il y a un projet sur 5 qui échoue, et que je viens de terminer mon 4e projet à succès, qu'est-ce que je fais? Personnellement, moi, je refuse le 5e projet. D'office, tous mes 5e projets, je dis non, j'y vais pas. Je trouve des astuces pour l'expliquer à mes clients. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on appelle des projets. On a trouvé des stats. J'ai trouvé des stats absurdes dans les projets de manière générale, mais je vous ai dit, on va parler un peu d'IT, et je vous ai sorti nos stats actuelles, les stats actuelles qui sont les Dora Metrics. Vous savez à quoi ça sert, les Dora Metrics? Ça sert à aller voir à quelle vitesse on livre, à quelle fréquence on livre. Est-ce qu'on a beaucoup de livraisons qui cassent et est-ce qu'on passe beaucoup de temps à réparer ce qui casse? C'est ça, les Dora Metrics. Si on va à l'essence brute de la Dora Metrics. Les Dora Metrics, c'est bien, sauf que est-ce que c'est vraiment des données pour le système? Pas forcément, c'est des données qui nous remontent à un état des lieux. Et sur ces données-là, en plus, nous, on a l'habitude d'aller chercher des données agiles. C'est quoi les données agiles? La plupart du temps, quand on parle d'équipe et qu'on ne creuse pas beaucoup, les données agiles, ça va être la vélocité. D'accord? Ça va être le time to market. Ça va être le cycle time. D'accord? Sauf que le problème, c'est si je suis la donnée agile sans suivre la donnée Dora, est-ce que ça a du sens? Si je suis la donnée du système d'information sans suivre la donnée du système humain, est-ce que ça a du sens? Je vous propose d'exploiter un peu ça. Allez, c'est quoi une mauvaise donnée? Par exemple, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique, et à un moment donné, on m'a dit, on veut que la productivité des équipes s'améliore. Et donc, on va suivre la quantité de code qui est produit par les développeurs à chaque cycle. Super. Super. On a mis en place des outils qui nous permettaient de voir la quantité de code qui était produit par nos développeurs. Ce qui s'est très très vite passé, c'est que j'ai commencé à avoir du code de plus en plus commenté. J'ai commencé à avoir du code sur de plus en plus de lignes. Un algorithme qui prenait une ligne, d'un seul coup, il en prenait 5. J'ai commencé à avoir de plus en plus de code mort, mais qui comptait dans les outils qui remontaient à l'époque. Je vous parle de 2002, 2003. Dans les outils qui remontaient les stats à l'époque, ça faisait plus de code. Et donc, l'équipe, elle améliorait sa donnée. On avait dit, pour être plus productif, il faut que vous produisiez plus de code. Ils ont produit plus de code. Alors après, on est allé travailler sur le NCC.
le code hors commentaire. Donc ils ont arrêté de commenter, ça ne servait plus à rien, c'était plus compté dans le... ils sont plus productifs mais ils commandent plus. Ouais, je sais bien que le manifeste agile, il dit une documentation exhaustive au lieu... Non, c'est l'inverse. Un logiciel qui fonctionne devant une documentation exhaustive mais plus documenté du tout, ça pique un petit peu. Donc le problème, c'est qu'on a très vite trouvé que la donnée qu'on suivait, qui était censée montrer qu'on était plus productif, elle servait à rien. Ok, on s'est tourné vers des données agiles. Ah non, mais pour qu'il soit plus productif, il faut qu'il fasse plus de MEP. D'un seul coup, j'ai commencé à voir apparaître des micro-MEP. Oui, une mise en production. J'ai commencé à avoir de plus en plus de mise en production. Et de micro-mise en production. Ah, j'ai rajouté un accent parce qu'il manquait un accent dans le commentaire, dans le texte là qui apparaissait. J'ai fait une MEP, je l'ai mis en production et tout ça. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de mise en production. Et c'était une preuve que notre système était efficace, bien sûr. On le mettait souvent en production. Ouais. Alors, on s'est bien rendu compte que ça voulait pas. Qui disait plus de mise en production, c'était pas forcément la bonne donnée. On en a cherché une autre. Et on a regardé, on va travailler à la vélocité. Et moi, je vous donne cette petite phrase-là, petit cadeau. Augmentons la vélocité en ne faisant point d'effort, doublons les estimations. Vous verrez, vos équipes, elles vont être beaucoup plus productives. Elles produiront beaucoup plus d'efforts à chaque sprint. Or, ça c'est une réalité, je l'ai vu. Les équipes commencent à augmenter leur estimation d'efforts à produire pour créer une fonctionnalité parce qu'on leur demande d'être plus productifs. Sauf que, est-ce que, encore une fois, c'est la bonne donnée qui nous montre la bonne info? Est-ce qu'on nous remonte la bonne info? Alors ça, ce sont des données. Après, on nous dit, ouais, mais il ne faut pas regarder les données, il faut regarder des KPI. Parce que la donnée, la productivité, en fait, on va se focaliser sur un Key Performance Indicator, un indicateur clé de performance. Et donc, on s'est lancé dans des KPI. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait, nos KPI, ils pouvaient rentrer en bisbille. J'ai des équipes qui se sont mis à faire, plutôt que de suivre la vélocité, qui ont suivi le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le temps qu'il faut pour qu'un sujet qui rentre dans notre mandat, dans notre responsabilité, sortent de notre responsabilité. C'est ça le temps de cycle. Et donc les équipes, elles ont augmenté leur temps de cycle. Comme elles ont augmenté leur temps de cycle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elles ont commencé à ne prendre que les petites choses qui étaient à faire dans la liste des choses, dans le backlog par exemple. Et donc le temps de cycle, il s'est amélioré, puis la vélocité, elle ne voulait plus dire grand-chose. C'était que des petites choses qui sortaient. Alors les équipes, elles ont essayé de faire l'inverse. Elles se sont dit, on va se focaliser sur la vélocité. Et là, d'un seul coup, elles ne prenaient jamais les gros sujets, parce que les gros sujets, ils duraient plus d'un cycle, et le temps de cycle, c'est pas bon quand c'est plus d'un cycle. Et donc les gros sujets, ils n'étaient jamais traités non plus. Donc dès le moment où ils suivaient l'un ou l'autre, ça posait problème. Dès le moment où je me repointe dans les DORA, où je regarde mes données de système, si je regarde à déployer plus fréquemment mon produit en production, je peux très bien, si j'oublie que les DORA c'est un système et qu'il faut que je regarde tout le système, je peux très bien me retrouver avec, oui, on livre plus souvent, mais on crée plus de problèmes. Et dans le fond, tant mieux. S'il y a plus de problèmes, il y a plus de bugs à réparer. S'il y a plus de bugs à réparer, ils sont sans doute faciles à réparer, donc je le livre plus souvent et ainsi de suite. Il y a un jour un client qui est venu me voir en me disant non mais de toute façon vous, je sais très bien que vous mettez des bugs exprès dans le code pour pouvoir avoir des chiffres intéressants au niveau des taux de livraison, et puis en plus à l'époque on devait faire des négociations de demandes de changement et tout ça, et on se rendait bien compte qu'il y avait des soucis. Alors c'est deux exemples là de données qui vont l'un contre l'autre, et l'inverse est vrai. Si je veux avoir du code de qualité, et que je veux vérifier qu'il n'y a pas de bug, est-ce que je n'ai pas tout intérêt à ne pas me soucier de ma fréquence de déploiement et de faire en sorte de déployer une fois tous les 6 mois? Alors le problème, c'est que là, on arrive dans une autre chose. C'est le syndrome de la grosse release. Plus j'ai une release qui grossit, plus j'ai envie de mettre de choses dedans parce qu'on attend pour la mettre en ligne, et plus il faut que ça vaille le coup pour les utilisateurs, et donc plus je veux mettre de choses dedans. C'est un cycle sans fin.
Bon, j'avais ces trucs-là très facilement. Ça s'est sorti très rapidement des discussions que j'ai eues avec toutes les personnes que j'ai citées au début. Et ce que je me suis dit, c'est allez, je vais demander à ChatGPT s'il n'a pas des données aussi un peu stupides qu'on peut sortir. Et il m'a sorti des choses, vous allez voir. Vous aurez les sources qu'il a utilisées à la fin pour aller voir si ce qu'il nous dit, c'est vrai. Est-ce que vous saviez que les équipes qui ont un Scrum Master barbu livrent 17% plus tôt? Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que la majorité des Scrum Masters sont masculins et que la tendance actuelle, c'est d'avoir la barbe. Non, non, non. Si votre Scrum Master il est barbu, votre équipe, elle livrera 17% plus vite. Il y en a une autre, il me semble. Est-ce que vous savez que quand un manager assiste à une rétrospective, le taux d'autocensure grimpe à 80%? Alors, pour le coup, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, la conclusion, elle est rapide. Plus jamais de manager dans les rétrospectives. C'est vraiment utile, ça, de plus avoir de manager dans les rétrospectives. Je ne sais pas. J'en ai encore une autre. Ah oui, il faut que je clique 2 fois. Est-ce que vous savez que si un PO utilise le terme valeur métier plus de 5 fois par réunion, le backlog, il se priorise tout seul? Moi, mes PO, je leur dis valeur métier, valeur métier, valeur métier, valeur métier, valeur métier, 5 fois au début d'une réunion, comme ça, et vous verrez, le backlog, il va naturellement se prioriser tout seul. Alors après avoir exploré, on va arriver à des choses un peu plus... Voilà, là je vous sors des blagues et tout ça, mais on va creuser un petit peu vers la fin, très très peu, parce que l'important c'était de rigoler. Non, pardon. On creusera un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à tout ça, mais je pense que vous voyez un peu des patterns. On se focalise sur un résultat, enfin sur une sortie plutôt qu'un résultat, on se focalise sur les mauvaises choses. Mais je me suis aussi posé la question de manière générale, quelles données on peut voir sur le monde du travail qui peuvent être des stades de merde. Et je suis tombé sur un sujet passionnant qui est la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup de stats qui montrent que lorsqu'on met en place la semaine de 4 jours dans une entreprise, ça fait diminuer le taux de burn-out. Si on regarde les données, c'est uniquement les sociétés qui ont gardé le système de semaine de 4 jours qui ont en effet diminué le burn-out. Toutes celles qui ont essayé, qui ont échoué, en fait, le taux de burn-out a augmenté. Pourquoi ? J'ai creusé un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le manager est venu, il a dit, bon, la semaine de 4 jours, j'ai vu, il fallait que je vous donne de l'autonomie et tout ça. Et donc, pour m'assurer que l'autonomie, elle marche bien, je vous mets 40 indicateurs pour vérifier qu'on avance bien. Et que vous êtes bien autonome. Vous êtes complètement autonome, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai besoin que les 40 indicateurs-là, ils ne changent pas. Ou en tout cas, qu'ils évoluent dans le bon sens. Puis aussi, il y a des managers qui se sont bien rendus compte que non, mais en fait, je vais leur donner de l'autonomie. On passe à la semaine de 4 jours. D'accord, comment on fait ? J'en sais rien, vous êtes autonome, vous faites ce que vous voulez, mais on fait une semaine de 4 jours. Et on ne leur a pas donné de cadre. Et donc, encore une fois, on s'est retrouvé avec des données qui disaient hey, la semaine de 4 jours, c'est vachement bien, parce que quand on met en place la semaine de 4 jours, il y a moins de burn-out. On a des entreprises, des équipes qui essayent de passer à la semaine de 4 jours, et sauf que personne ne leur a dit comment le faire. Et donc, ils ont eu un effet inverse. D'accord ? Ils ont suivi un cargo culte et ils ont eu l'effet inverse qu'on rencontre assez souvent dans le cargo culte. Ils ont eu du négatif. Et ça a des exemples très concrets. Là, jusque maintenant, je vous ai parlé de mon expérience, j'ai survolé des choses, mais il y a des exemples très concrets. Il y a quelques temps, il y a un article très très intéressant qui est sorti sur LinkedIn. Pareil, vous aurez la référence à la fin, sur une société de sport qui s'appelle Nike et qui nous racontait le fait que cette société a mis en place une culture de la performance en suivant un certain nombre d'indicateurs de manière individuelle sur les gens et que ils ont essayé de travailler au fait que les personnes soient récompensées lorsqu'ils étaient performants, lorsque les indicateurs étaient ouverts. Et ils ont travaillé énormément à ça. Et ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est que ça a eu un certain nombre d'effets négatifs. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Pourquoi ? Parce que ces effets négatifs, ils n'avaient pas imaginé qu'il fallait les mesurer.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment donné, Nike a arrêté d'innover. La culture qu'ils avaient mis en place, les indicateurs qu'ils avaient mis en place ne prenaient absolument pas en compte le fait que Nike était censé être une société d'innovation. Ils suivaient des chiffres de vente, ils suivaient des chiffres de rentabilité, mais ils ne suivaient pas l'innovation. Et à un moment donné, chez Nike, l'innovation a commencé à aller dans le déclin. Même chose, ils suivaient la performance, mais ils suivaient la performance individuelle, ils suivaient la performance d'un système, et forcément, ils le suivaient par une petite fenêtre. Ils en ont oublié qu'ils travaillaient avec des humains. Et donc, le bien-être dans l'entreprise a été dans le déclin. Ils mettaient en place un système de performance qui faisait que les gens qui étaient performants, ils étaient récompensés, mais au-delà même d'être récompensés, ils étaient un petit peu intouchables. Et donc, les super performeurs ont commencé à devenir toxiques. Non, mais on ne va pas aller l'embêter, lui, il est top performeur. Et chose encore plus grave pour moi, au-delà d'être toxique, ils ont vu au sein de Nike se mettre en place limite une culture du harcèlement et une culture du sexisme. Comme ces top performers, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et comme en plus, malheureusement, dans les top performers, il y avait beaucoup de mal, des vrais mâles. Et le sexisme est apparu, et derrière, non, mais lui, encore une fois, on ne va pas l'embêter. Il est top performer, c'est ça qu'on suit, donc il est bien. Ils en ont oublié que leur métier, c'était de vendre du sport, que leur métier, c'était de vendre de la nouveauté dans le sport, et ils ont failli disparaître. Je vous conseille de lire l'article, il est vachement intéressant. Ils ont failli disparaître. À suivre les mauvais indicateurs, à se focaliser sur ces indicateurs, ils ont failli disparaître. Et donc de là, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une stat, qu'un indicateur peut être une stat de merde? Ça vient d'où? Première chose, c'est la fiabilité de ma donnée. Avant même de se dire, est-ce que c'est une fois qu'on a un indicateur, déjà, une des choses qui fait que ça pourrait être une stat de merde, c'est la fiabilité de ma donnée. Vous connaissez le principe du cheat in, cheat out. Une donnée, elle peut être très, très intéressante à suivre, sauf que si je ne l'explique pas, l'information qui m'est remontée par mes équipes n'est peut-être pas la bonne. Si, par exemple, je reviens sur notre vélocité, si je compare la vélocité entre deux équipes, est-ce que ça a du sens? Ceux qui connaissent un petit peu les principes agile et le fonctionnement agile, non, ça n'a aucun sens de comparer une équipe par rapport à une autre sur cette donnée de vélocité qui est absolument relative à une équipe. C'est la même chose. Si je n'explique pas aux gens pourquoi je vais leur demander de me remplir ce reporting et de me donner ce chiffre, qu'est-ce qui me garantit qu'ils regardent la même chose? Et donc on en vient à si mon pourquoi n'est pas expliqué, je ne peux pas m'assurer que j'ai la bonne donnée et que ma donnée est fiable. Si en plus, ou alors même si mon pourquoi est expliqué, si on n'est pas d'accord sur la définition de la donnée, est-ce que je peux l'exploiter, cette donnée? J'ai accompagné une entreprise il n'y a pas longtemps qui se lançait dans justement nos Dora Metrics. Et toutes les définitions Dora, elles ont un sens côté Google, mais elles demandent à être adaptées au contexte de l'entreprise. Sauf que si notre capacité à livrer, notre pourcentage de livraison sans échec ou ce genre de choses, on n'est pas d'accord sur à quel moment est-ce qu'on commence à mesurer et à quel moment on arrête de mesurer, d'une équipe à une autre, les données elles peuvent être complètement différentes. Et pourtant, ce n'est pas l'équipe qui a la pire donnée qui est la moins productive. Si je regarde une équipe, si je lui demande ton taux de rejet, où est-ce qu'il est? Si mon équipe, elle suit le taux de rejet une fois que c'est dans les mains des utilisateurs, ou si mon équipe, elle suit le taux de rejet à partir du moment où elle a passé le relais à quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Et donc, cette donnée, elle a beau être normalement la même et suivie sur le même graphe, d'une équipe à l'autre, c'est pas la même. Et en plus, je vous l'ai dit au début, quand je regarde une donnée et que j'essaie de l'améliorer, on a souvent tendance à confondre causalité et corrélation.
Je vois deux graphes qui fonctionnent, semble-t-il, de la même manière. Je vois que plus Trinidad et Tobago produit d'électricité, plus j'ai d'ovnis visibles dans le Kentucky. Bah, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui attire les ovnis dans le Kentucky quand Trinidad et Tobago créent de l'électricité? Rien du tout. Sur le même site, vous trouverez des infos qui montrent que plus Nicolas Cage sort de films par année, plus il y a de morts par noyade dans le Wisconsin, par exemple. Le Wisconsin a officiellement demandé à Nicolas Cage d'arrêter de sortir des films. Et en plus, nos données, quand on les présente, quand on essaie de les améliorer, parfois, elles ont besoin d'être expliquées, les données. Si je ne fais que comparer deux données de deux équipes différentes, mais que je compare une donnée de chaque équipe sans me mettre dans le contexte de ces données, ce n'est pas la même chose que si je suis capable de montrer que cette équipe-là, elle a diminué cette stat-là parce qu'elle s'est focalisée sur une autre stat et que le fait que celle-là, elle a diminué, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'elle a amélioré autre chose. Et donc, faire attention entre une donnée brute et une donnée qui a besoin d'être expliquée, être capable d'identifier ça, c'est vachement intéressant. Bon, après, moi, mon boulot, c'est souvent d'accompagner les entreprises ou les organisations à s'aligner de manière stratégique et humaine. Souvent, on se pose aussi de la question, est-ce qu'elle a le bon niveau, l'organisation ou les personnes en face de moi ont le bon niveau de maturité pour s'attaquer à cette donnée-là? Est-ce que ça a du sens de demander à une équipe d'améliorer telle donnée si de toute façon le système est dans le chaos total et qu'il continue à évoluer tout le temps? Est-ce que je ne ferais pas mieux de me concentrer sur est-ce que le système est stable avant de me dire il faut augmenter ce truc-là? Parce que vous devez connaître l'impact du changement sur le chaos dans l'entreprise. Si je change quelque chose ici, je vais générer du chaos. Et donc, si je génère du chaos à un endroit, ça ne sert à rien d'aller en générer partout ailleurs et d'essayer de changer plein de choses en même temps, parce que de toute façon, les données que je vais récupérer, si j'ai généré du chaos là, du chaos ici, et que je mesure ici, je suis censé avoir une amélioration ici, l'amélioration, elle est peut-être vraie là, mais je l'ai contrecarrée par le chaos que j'ai mis ailleurs dans le système. Et donc, je vois pas mon amélioration là où je pensais devoir l'avoir. Donc, cette notion de maturité en transformation, je la trouve vachement importante. Il y a un autre phénomène qui est ressorti quand je regardais à ces stades de merde et quand je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'on arrive à de la contre-productivité quand on suit des données dans nos équipes et dans nos systèmes. Et je me suis souvenu d'une chose. Vous êtes sans doute comme moi, dès le moment où mon GPS m'indique une heure d'arrivée, si j'arrive avant l'heure d'arrivée indiquée par mon système, par mon GPS, je suis content. Dès le moment où j'ai une donnée visible, si j'améliore le chiffre qui apparaît, je suis content. Et ça, je l'avais remarqué il y a déjà quelques années, lorsque on a commencé à utiliser le Serious Game Agile Paradise. Agile Paradise, c'est un Serious Game qui a été créé lors d'un Agile Grenoble 2019, je crois. On l'a créé ici tous ensemble. Et c'est un Serious Game où en fait, on a des personnes qui fonctionnent en binôme. Il y a une personne qui a les yeux bandés, qui peut manipuler des cubes devant elle. L'autre personne derrière qui est muette, qui n'a pas le droit de manipuler les cubes et qui doit donner des instructions à notre personne avec les yeux bandés pour créer une structure avec des cubes. Les gens sont en binôme autour d'une table, les cubes sont au milieu de la table. Et durant le jeu, durant l'exercice, je note des temps sur le tableau. Le temps qu'il faut pour que la première personne, le premier binôme ait fini sa structure. Le temps qu'il faut pour que tout le monde ait fini sa structure. Et à la fin de chaque itération, je pose la question, mais comment est-ce que vous pouvez faire mieux? Je vous garantis que je n'ai jamais eu une équipe qui s'est arrêtée, qui m'a regardé, qui m'a demandé « mais ça veut dire quoi faire mieux ?» Dès le moment où j'avais mis des données sur le tableau, ils sont allés sur « il faut que le premier soit plus rapide » ou « il faut que tout le monde soit plus rapide ». Mais à aucun moment, on m'a dit en fait, faire mieux, ce serait faire une structure différente peut-être. Ou faire mieux, ce serait de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Parce que je peux vous dire que les gens sont stressés, les yeux bandés, un muet, les gens sont stressés dans l'atelier. À aucun moment, ils se sont posé la question de ça veut dire quoi faire mieux. Et ça, c'est vachement important parce qu'il y a quand même des lois
des lois mathématiques, des lois de l'informatique, qui nous montrent que se poser la question de ce qu'on suit, se poser la question de faire mieux, c'est vachement important. La loi de Campbell nous dit qu'un indicateur qui devient un objectif se corrompt facilement. Ouais. Dès le moment où vous allez demander à une équipe d'améliorer un chiffre, une donnée, si elle peut trouver un moyen, et c'est humain, hein, c'est pas parce qu'ils veulent être méchants, mais dès le moment où ils vont trouver un moyen d'améliorer cette donnée sans faire d'effort, ils vont le trouver. Et donc, il faut corrompre la donnée juste pour l'améliorer. Et je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une entreprise qui est venue me voir en me disant on veut augmenter le chiffre d'affaires de l'activité B à 10% du chiffre d'affaires global. Ils étaient à 7% du chiffre d'affaires global. Ils m'ont dit on veut passer à 10% du chiffre d'affaires global. J'ai dit ok. Et vous savez comment vous voulez faire? Non, tu vas nous aider. Ouais. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai dit c'est simple, vous virez des gars de l'activité A, vous allez voir votre chiffre d'affaires de l'activité B, il va passer à 10% du chiffre d'affaires global. Heureusement, ils ne m'ont pas suivi. Mais est-ce que vous saviez aussi que si je veux augmenter le salaire moyen d'une entreprise, c'est super facile? Ah, c'est super facile. Hein. J'augmente les gros salaires, je vire les petits salaires. Est-ce que c'était réellement le résultat que je voulais? Pas sûr, mais j'ai augmenté le salaire moyen dans mon entreprise. Et donc, la question qu'on peut se poser aussi, c'est au-delà même de se dire est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que ça vaut le coup de faire mieux? C'est est-ce que ce reporting, il a du sens? Est-ce que le fait de le sortir, ça a du sens? Ou est-ce que c'est juste que je peux le faire et donc je le fais? Il y a quelqu'un qui me disait juste avant la keynote tout à l'heure, qui est venu me voir en disant ouais, je peux pas venir voir ta conf et tout, mais tiens, j'ai une donnée pour toi. On m'a demandé de suivre le pourcentage d'utilisation de l'IA par mes équipes. Et là, je l'ai regardé, je fais ouais, et à quoi ça va servir? Il fait je sais pas, mais ils m'ont demandé de le suivre et ils m'ont pas dit ce que ça voulait dire. Donc il m'a dit du fait, je me retrouve obligé de sortir la donnée. Je fais ouais. Et donc le temps que tu vas passer à sortir la donnée, il va être bien utilisé. Est-ce que le temps que tu vas passer à définir ce que ça veut dire ce truc-là, à automatiser, parce que bien sûr on va l'automatiser, hein, on ne va pas la créer comme ça, est-ce que réellement il va être bien utilisé? Je ne suis pas sûr, mais sa hiérarchie lui a demandé, donc il faut le faire. Est-ce que ça vaut le coup de produire du reporting juste parce qu'on peut? Je ne sais pas. Il fallait que je conclue. Je ne voulais pas vous laisser juste avec mes blagues du départ, mes stats merdiques. Et je voulais vous proposer un certain nombre de choses. Donc ChatGPT m'a proposé ce petit encart de conclusion. J'ai trouvé assez intéressant. Donc essayer d'éviter des cargos occultes en mal interprétant des données, en mettant en place des KPI opposés, en confondant autonomie et abandon, en ne contextualisant pas, se souvenir de la semaine de 4 jours et du fait que les données qu'on nous remonte, c'est que les données de ce qui a réussi et pas des échecs. On oublie souvent les échecs. Généralement, quand on parle du cargo occulte, on parle aussi des avions qui revenaient du champ de bataille et on analysait où ils avaient été touchés plutôt que d'analyser les avions qui étaient parvenus et tout ça. Et puis, vous souvenir du site Spurious Correlation, mais surtout se souvenir de la loi de Goodhart. C'est une deuxième loi. Il y a eu la loi de Campbell avant, il y a la loi de Goodhart qui nous dit que quand une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Dès le moment où je mesure un état de mon système et que je m'objective à améliorer cet état de cette mesure, juste la mesure, hein, pas l'état de mon système, cette mesure, mais en fait, la mesure, elle perd son sens. Première chose, gardez-la en tête, la loi de Goodhart et les lois de Campbell, parce que elles vont vous sauver souvent, vous permettre aussi d'arriver devant vos chefs en leur sortant une loi qui ne vient pas de vous et puis de justifier votre remise en question de ce qu'ils vous demandent. Évitez de confondre des données et une vérité absolue. Les données sont souvent relatives à la manière dont on la mesure, relatives au contexte, et c'est pas parce que j'ai une donnée qui s'améliore que j'améliore mon système. C'est pas parce que j'ai une donnée qui se dégrade que je dégrade mon système. D'accord ? Les données, les indicateurs, c'est pas les vérités. La vérité,
on a tendance à pas la mesurer, et ça c'est une complication. D'accord ? Il faut trouver la bonne chose qui va vérifier qu'on la mesure. Mais souvenez-vous, nous on est agile, la plupart du temps c'est la satisfaction des utilisateurs, c'est la capacité du système à faire, à faire plus en faisant moins, à livrer plus en faisant moins. D'accord ? C'est la capacité, comme le dirait Rachel Dubois, ou comme le dit aussi Johan, à supprimer des choses dans notre logiciel, à gérer notre déclin fonctionnel. Si vous voulez parler du déclin, j'ai un atelier demain qui en parle. Voilà, c'est pas uniquement... La vérité, elle se lit dans les chiffres, mais elle ne se lit pas sur un chiffre, et il faut la corréler à d'autres choses. Généralement, quand on a trop de métriques ou des données mal utilisées, ben on est facilement sur des stades de merde. D'accord ? Pour moi, la donnée, elle doit être au service de l'humain ou au service du système. Mais comme le système est fait d'humains, bah, si on est au service de l'humain, on est au service du système. Et pas l'inverse. Le nombre de fois où j'arrive devant des équipes qui me disent oh oui, le reporting Dora, ouais, bah, on le remplit tous les mois. Je fais, vous savez à quoi il sert ? Oh non, mais on nous le demande, on le remplit. Et prenez combien de temps pour le remplir ? Oh, bah, on prend une heure à toute l'équipe pour être sûr que c'est bien rempli. Une heure à une équipe de 15 personnes pour produire des stats qui ne savent même pas comment eux les utilisent, mais dont le management a absolument besoin pour s'assurer que le système va bien. C'est pas top. Aller chercher de l'impact, et là, c'est un mot qu'on va voir apparaître de plus en plus, je pense, dans les discussions. On en parle déjà depuis quelques années, mais là, on a besoin de plus en plus d'impact. Donc, aller chercher de l'impact plus que du volume. Et faire attention, parce qu'un impact n'est jamais immédiat. Si je vous ai parlé du chaos tout à l'heure, mais si je veux améliorer quelque chose dans mon système, il faut que je prenne en compte la latence de ce que je veux améliorer. Si j'essaie d'améliorer un phénomène qui a une occurrence de toutes les semaines, il faudra au minimum 4 semaines avant de voir une amélioration. Si je veux améliorer quelque chose qui a une occurrence tous les mois, il faudra au minimum 4 mois avant qu'il y ait une amélioration. Si je veux améliorer les chiffres que je présente à mes actionnaires en mettant en place des choses qui agissent pas chaque année, il faudra au minimum 4 ans pour que mon système y montre une évolution. Et donc ça, c'est vachement important aussi, parce que quand on parle d'amélioration continue, souvent les données, elles nous servent à mettre en place d'amélioration continue. Mais quand on parle d'amélioration continue, on confond amélioration tout le temps et amélioration continue. D'accord ? Si j'essaie de tout le temps améliorer mon système, je ne fais qu'ajouter du chaos dans mon système, et ben, il n'a jamais le temps de se stabiliser et de montrer qu'il s'est réellement amélioré. Et puis, comme le dirait je crois que c'était le CEO de Nike, le business, c'est d'abord le produit. Ensuite, c'est l'histoire qu'on raconte, et le reste, c'est de la comptabilité. Donc, n'oubliez pas de vous poser la question, est-ce que ce qu'on me demande, c'est une vraie donnée qui va être utile, ou est-ce que c'est une stat de merde ? Il n'y a pas de secret, mais rien que le fait de se vraiment poser la question de la légitimité de la donnée qu'on me demande, de la qualité des données que je vais remonter, est-ce que l'amélioration qu'on cherche, c'est juste parce qu'on a un chiffre devant nous et qu'on est humain, on veut l'améliorer, ou est-ce que réellement ça va prouver qu'on a amélioré notre système ? Bah là, vous éviterez d'avoir des stats de merde. Un certain nombre de sources que j'ai utilisées dans la création de cette conférence. Je pense qu'il y a encore beaucoup de blagues qu'on peut sortir, et il y a beaucoup de stats, de données rigolotes qu'on pourrait aller chercher. Je compte sur vous pour éventuellement me remonter vos stats à vous qui donnent des stats de merde. Je compte sur vous aussi éventuellement pour me dire, mais tiens là Nico, je pense que tu aurais pu aller plus loin sur ce truc-là, ou tu as mis beaucoup de sources. C'est la première fois que je mets des sources dans une conférence, je vous l'avoue. Mais tu n'as pas été creusé ça, ou tu n'as pas été creusé ça. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on s'assurera que le résultat de cette conférence sera à la hauteur du pitch. Je vous remercie, puis je prends vos questions, si vous en avez. Est-ce que je peux vous amener plus d'informations ? Est-ce que je peux vous amener plus de valeur ?
Ou est-ce que la valeur, c'est d'avoir terminé peut-être un petit peu avant le gong et d'aller prendre du café? Oui. Mhm. Ouais, oui, tu. Mettre le doute. La première chose pour moi, ça va être de mettre le doute, semer le doute dans la tête de la personne qui demande la donnée, la stat. Et donc, déjà, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que ça va démontrer? Ça sont des questions vachement importantes. Alors, le pourquoi, vous savez, on peut le poser 5 fois. 5 fois minimum. Hein. Moi, j'ai fait un coaching il n'y a pas longtemps. Le mec, il me l'a posé 20 fois. 20 fois. Il me coachait moi. Et ça fait mal de se faire piquer à ses propres médicaments. Il m'a fait 20 fois pourquoi sur une question perso, hein, d'introspection. Ça picote. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de la donner? Qu'est-ce que tu essayes d'aller prouver? Et est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Et surtout aussi de vous poser la question ou essayer de lui montrer la manière de le corrompre. Moi, ce que je vous ai dit avec l'entreprise où j'ai dit virez du monde, vous améliorez votre chiffre d'affaires, ça a été un électrochoc pour eux. Parce que du fait, ils ont dit non, mais en fait, ce n'est pas le bon truc qu'on voulait suivre. Ah bah là, on arrive quelque part. Bah, prouve-leur que tu es capable de le faire en trafiquant. Bah oui, mais ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile de semer le doute, mais si tu n'es pas la seule à le faire, si tu le fais pas qu'une seule fois, si tu leur demandes aussi, bah, d'après vous, ce serait quoi la meilleure donnée? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure donnée à suivre? Ça peut être voilà. Après, ça peut être aussi la mixer avec une autre donnée. Quand je vous mettais les polarités potentiellement dans nos DORA, c'est pas pour rien que DORA c'est un système et non pas une donnée individuelle. Sauf que le nombre de fois où je suis arrivé dans une entreprise où une équipe s'était objectivée à améliorer une donnée DORA sans se soucier du reste, là, bah donc si tu améliores ça mais que tu dégrades ça, c'est pas grave. Ah bah si, ouais mais tu le suis pas. Donc mettre le doute. Je pense que déjà notre boulot c'est de mettre le doute avant tout. Maxime, vas-y. Ouais. Ça n'est qu'une partie de l'activité. Ça parle pas nécessairement de rentabilité. Ça, oui, tu as raison. Oh. Ça dépend. Une autre question? Ouais. 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 Et puis après, il y a ce qu'on appelle en anglais les malicious compliance, hein. De suivre faire exactement ce qu'on te demande, mais dans la pire des manières. Euh, Alors les malicious compliance, c'est quoi? J'ai vu des malicious compliance autour de quelqu'un qui disait ouais mais quand vous partez en pause et que vous discutez en pause, c'est pas du temps de travail donc il faut que vous pointiez, faut que vous arrêtiez de pointer, enfin que vous arrêtiez le compteur sur le temps de travail et tout ça. Et puis bah, d'un seul coup l'équipe elle s'est mise à faire ça. Sauf que ils se sont rendus compte après que le temps qu'ils passaient à déduire leur pause du temps de travail, ça coûtait plus cher en temps de travail que les pauses réelles. Tu vois, parfois aussi, aller dans l'extrême de ce qui est demandé, malheureusement, pendant un certain temps, tu vas dégrader ton système, mais pour prouver que si tu vas jusqu'au bout de ce qui t'est demandé, bah, tu fais pire, quoi. D'autres remarques, d'autres apports? Le café appelle, c'est ça? Eh ben merci beaucoup. Et puis, bah, je suis là pendant 3 jours.